Ok, donc merci à tous d'être présents à cette conf qui va durer une demi-heure. Donc là, je suis vraiment timeboxé, donc j'aurais pas le droit de dépasser. Du coup, qui s'appelle, comme le disait notre ami facilitateur, des facilitateurs, Cultiver l'intelligence collective. Donc, je vais vous présenter quelques outils faits maison. La plupart sont des outils que j'ai fait avec d'autres personnes, que je citerai, mais il y a aussi des outils, vous allez voir, faits maison par d'autres personnes. Je fais aussi de la pub pour d'autres pratiques, on va dire. Et donc, qui je suis rapidement? Donc, je m'appelle Yohan Thirion, je suis coach agile technique. Mon terrain de jeu, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est le Luxembourg. Mais avec le remote, on va dire que ça devient un peu plus étendu. Donc, je suis freelance et ça veut dire quoi, coach agile technique, pour ceux qui se posent la question? En gros, j'aide les équipes, je supporte les équipes sur leur transition, transformation agile, on va dire, mais je les aide vraiment dans leur quotidien à mettre en place les pratiques et les techniques qui leur permettent de délivrer de manière itérative et incrémentale. Donc ça passe par quoi? Ça passe principalement par des pratiques qui viennent d'extreme programming, et des pratiques de refactoring, tout ce qui permet réellement de mettre des pratiques d'ingénierie qui permettent de faire ce genre de choses. Donc l'itératif, incrémental, mais aussi le processus en flux, on va dire, plus continu. Le but aujourd'hui, c'est pas forcément de faire une demi-heure sur ma personne, donc je propose d'aller directement à l'essentiel. Et en introduction, je voudrais juste vous parler rapidement de ce qu'on appelle l'apprenance, parce que c'est un concept qu'on entend beaucoup dans la communauté agile. Et je voulais juste resituer un petit peu le concept, et vous allez voir que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, ça permet de stimuler un des piliers, on va dire, une des disciplines qui est dans le bouquin de Peter Senge, qui s'appelle la 5e discipline. Et donc, c'est dans cet ouvrage de Peter Senge qui est sorti, je pense, dans les années 90, qui est apparu ce terme d'apprenance. Donc, c'est quoi ce terme, c'est quoi ce concept? En fait, dans cet ouvrage-là, Peter Senge dit en gros que pour être une entreprise à succès, pour être une entreprise compétitive, il faut pratiquer ou mettre en place ces 5 disciplines. Donc, la première, c'est la maîtrise personnelle. L'idée, c'est quoi? C'est de clarifier notre approche de la réalité. Ensuite, il y a une pratique qu'il a définie comme les modèles mentaux. L'idée, c'est d'apprendre à se défaire de ses préjugés, d'être conscient de sa façon de percevoir le monde et de réagir. La troisième, donc, c'est la vision partagée. L'idée, c'est quoi avec la vision partagée? Donc, là, vous allez forcément faire le parallèle avec votre quotidien. C'est être en mesure de relier les individus ensemble en ayant une vision commune. La quatrième, celle pour laquelle je vais mettre le focus aujourd'hui, c'est l'apprenance en équipe. Donc, c'est favoriser la réflexion collective par le dialogue. Donc, c'est être la réflexion collective, mais aussi l'apprentissage collectif, quand on parle d'apprenance. Et la cinquième, donc, c'est le cœur de l'ouvrage que je vous invite à lire, qui s'appelle La pensée systémique. Donc, l'idée de la pensée systémique, c'est de voir le système dans son ensemble et de comprendre les interactions qui régissent le système. Et quand on parle de système, on peut parler de tout et n'importe quoi, d'ailleurs. Alors, avant de commencer, je vous propose de faire ça rapidement sur le chat. J'ai une petite question pour vous, c'est qu'est-ce qui est déjà en place dans votre organisation pour favoriser l'apprenance telle que je l'ai définie en quelques mots juste avant? Alors, juste sur le chat, on va se dire, on va se timeboxer à 15 secondes maximum. Si vous pouviez juste mettre quelle pratique vous mettez en place déjà dans votre... Flicard développer le concept d'apprenance en France pour les sciences de l'éducation et communauté de pratique, ouais. Communauté de pratique, oui. Ok. Vous voyez d'autres choses? Guide, agilité, mentoring, code review, brown bag lunch. BBL, j'imagine que c'est brown bag lunch. Sécurité psychologique, coaching individuel, chapter. Ok. Fabien, ouais. C'est Fabien. Co-développement aussi, ouais. Ok. Donc il y a déjà pas mal de choses. Bon, c'est pas étonnant vu la population, on va dire. On est au Facilitation Day, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de facilitateurs, de coachs agiles et de personnes qui sont dans cette mouvance-là. Donc les réponses me surprennent qu'à moitié, on va dire. Donc j'espère que vous allez découvrir des nouvelles choses que vous pourriez expérimenter dans vos communautés de pratique ou même à l'extérieur, hein, peu importe, dans vos brown bag lunch, dans votre équipe, dans votre organisation de manière générale. Donc je vous posais cette question-là parce que c'est une question qu'on peut se poser, c'est comment on peut stimuler cette fameuse apprenance. Et là, je voulais partager avec vous aujourd'hui déjà une première histoire que j'ai appelée une petite histoire d'une pratique d'apprenance. Et donc là, en gros, l'idée, c'est de se poser la question, quand on connaît un petit peu la définition de l'apprenance, on peut se poser la question,
comment on peut favoriser cette fameuse réflexion collective? Comment on peut favoriser en entreprise l'apprentissage collectif? Du coup, à l'époque, il y a de ça quelques années, avec un collègue qui s'appelait qui s'appelle Cédric Tamavon, on s'est posé cette question et on s'est dit, OK, on parle d'apprenance, on parle d'apprentissage. À l'heure actuelle, c'est quoi nos méthodes d'apprentissage? Le constat qu'on a fait à l'époque, c'était de se dire que malgré qu'on soit dans un monde qui est ultra digitalisé, la lecture, ça reste un des moyens les plus utilisés pour étendre nos connaissances, pour développer de nouvelles compétences, mais aussi pour découvrir de nouveaux sujets de manière générale. Alors, avant d'aller plus loin, encore une autre petite question pour vous, parce que ça peut vous intéresser aussi. Ah, pédagogie inversée, ok. On n'attend plus grand-chose, peut-être un problème technique. Ce que je vous pose comme question, juste rapidement, c'est à la maison, vous avez potentiellement des livres qui traînent depuis X jours, X semaines, on va dire, potentiellement qui prennent la poussière. Et là, je vais vous demander juste, si vous êtes dans ce cas-là, le cas des livres, si vous avez des livres qui traînent à la maison, est-ce que vous pouvez mettre le nombre de livres qui traînent, que vous avez envie de lire, mais que vous n'avez pas le temps de lire à la maison? Donc, ça peut être 0, ça peut être N, à vous de voir, mais juste rapidement, posez-vous la question, combien de livres vous avez envie de lire à l'heure actuelle? Combien de livres traînent à la maison? Voilà, 20, commence à faire. Plus de 10, 6, 3, 10, 2. Ok. Voilà, il y a du score, 20, 30, ouais, ok. Ok. Alors, pourquoi je vous pose cette question-là? Trop, effectivement. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce qu'il y a de ça à peu près un an, je me suis rendu compte que j'étais atteint d'un syndrome pour lequel il y avait un nom, mais pas en français, mais un nom en japonais qui s'appelle Tsundoku. C'est l'art d'acquérir des livres et de les laisser s'empiler sans les lire. Donc, après, on peut ne pas les lire pour différentes raisons, mais c'est l'art d'empiler les livres, en tout cas. C'est un peu les achats compulsifs de livres. On a envie de les lire, mais on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément... c'est pas forcément la priorité à l'instant T de lire tous ces bouquins. On ne peut pas se poser pendant une semaine à lire 30 livres. Du coup, avec ces deux problèmes en tête, ce problème en tête-là, le Tsundoku, ce syndrome de Tsundoku, plus le fait que si on veut créer une pratique d'apprenance, enfin une pratique d'apprentissage, en fait, ça passe beaucoup par la lecture. Donc, on va dire qu'on a mixé ces deux choses pour en faire quelque chose d'autre. On va dire que pour favoriser l'intelligence collective, il y a le terme collectif. Et le problème qu'on a identifié avec la lecture, tel qu'on nous enseigne la lecture, en tout cas depuis le primaire, c'est une activité qui est vraiment solitaire. Donc, la première question qu'on s'est posée, ok, comment on peut faire pour la rendre plus collective? Et je vais vous épargner, long story short, comme disent les Anglais, je vais vous épargner toute l'histoire qui est autour et les potentielles itérations, enfin toutes les itérations qu'on a pu faire pour aboutir au format que je vais vous présenter. Mais en gros, de notre réflexion a émergé ce qu'on a appelé extreme reading. Alors là, ça fait très anglophone, mais c'est pour l'international, on va dire. C'est pour l'export à l'international. L'idée avec extreme reading, c'est d'être en capacité de lire 2 livres en 1 heure, de manière collective. Je vais vous présenter comment dans quelques instants, mais avant de vous présenter le comment, je vais déjà vous présenter de quoi vous avez besoin pour faciliter une session d'extreme reading. Donc, vous avez besoin d'un facilitateur. Ça tombe bien, on est au Facilitation Day, donc je pense qu'il y en a une palanquée dans la pièce. Vous avez besoin d'une infographie. Vous la verrez en lien sur les liens des slides, qui vous servira de support de facilitation. Vous avez potentiellement besoin d'une grille d'évaluation, entre guillemets. Vous verrez à quoi ça peut servir, c'est optionnel. Hein. Vous avez besoin de livres. On va se baser sur des livres. Le but, c'est de lire 2 livres en 1 heure, donc c'est mieux d'en avoir. Vous avez besoin de temps. Quand on dit temps, c'est à minima, une session, ça dure à minima 1 heure, on va dire. Vous avez besoin d'un espace, qu'il soit physique ou virtuel. Et les sessions d'extreme reading, telles qu'on l'a conçues, telles que vous allez le découvrir en tout cas, vous avez juste besoin d'avoir à minima 2 volontaires. Et au niveau du nombre de participants potentiels, avec les outils qu'on a à l'heure actuelle, c'est quasi illimité. Donc, vous pourrez avoir N participants sans souci. Il n'y a pas de limite maximum, on va dire. Je vous invite à découvrir l'histoire complète de cette pratique dans le tome 6 de Rupture douce. Si vous connaissez, c'est un ouvrage collectif sur l'agilité. J'ai partagé cette histoire-là dans le tome 6. Et donc, extreme reading, lire 2 livres en 1 heure, ça se passe comment? Donc, chacun apporte un livre.
Donc, en tant que facilitateur, on invite les volontaires à apporter un livre de leur choix. Donc là, vu le nombre de livres qui traînent chez vous, je pense que vous avez l'embarras du choix pour ramener un livre à une session. L'idée, c'est de ramener peut-être celui que vous avez le plus envie de traiter parmi les 20, envie de lire parmi les 20 qui traînent à la maison. La première étape, du coup, c'est on amène son livre. La deuxième, c'est chacun partage son choix. Pourquoi j'ai amené ce bouquin-là? Qu'est-ce que je veux y trouver dedans? Enfin, qu'est-ce que j'espère y trouver dedans, en tout cas. Ensuite, basé sur l'intérêt de chacun, pour les livres, on va former des groupes d'intérêt. Donc, chacun garde son propre livre, mais après, on forme des groupes d'intérêt, de 2 à 3 personnes. Ensuite, comment ça va se passer? C'est là où la magie commence à arriver. On va réellement lire 2 livres en 1 heure. Alors, livre, vous avez vu, je l'ai mis avec des guillemets. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est de découper le temps, de dire, on va faire 2 itérations durant une session d'extreme reading, des itérations de 15 à 25 minutes. L'idée, c'est de commencer en lisant son propre livre. Donc, durant cette itération de 15 à 25 minutes, l'objectif, c'est quoi? C'est d'être en mesure de ressortir l'essentiel d'un bouquin et de le présenter au reste aux autres membres de son groupe à la fin des 15 à 25 minutes. À la fin des 2 itérations de 15 à 25 minutes, pour être plus précis. Du coup, ça va changer votre manière de lire. En fait, vous allez lire, mais en lisant, vous allez essayer de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui doit restituer quelque chose. Donc, vous allez essayer de traiter un maximum d'informations pour être en mesure de restituer. Donc, pour ça, vous allez faire comment? En fait, alors, lors des premières sessions, c'est normal, on tatillonne, on ne sait pas exactement comment prendre un bouquin, c'est une nouvelle façon d'aborder un livre. 15 à 25 minutes, ça fait quand même short pour des bouquins qui font plus de 200 pages, par exemple. Donc, pour ça, on peut utiliser des pratiques de lecture rapide. Et quand on dit des pratiques de lecture rapide, c'est pas être en mesure de lire 200 pages en moins de 15 minutes. Ça serait utopique. Ça ne s'appelle pas Clark Kent. Mais c'est de revoir un petit peu la manière dont on conçoit la lecture. Et c'est de se dire, OK, pour être en mesure de ressortir quelque chose en 15 minutes d'un bouquin, je vais d'abord lire la 4e de couve. Je vais survoler la table des matières. Je vais bien analyser la structure du livre. Je vais essayer d'identifier ce qu'on appelle le chapitre clé, quoi, en gros. Bien souvent, dans un chapitre, il y a 1 ou 2 chapitres réellement clés, et le reste est brodé autour. Je vais regarder aussi s'il n'y a pas des images ou des schémas qui m'aideraient à bien comprendre les grands principes du bouquin. Et je vais naviguer dedans. Donc, je ne vais pas commencer de la première page à la dernière page, mais je vais vraiment naviguer. Peu importe, je peux potentiellement commencer par le dernier chapitre, retourner dans le temps, etc. etc. Et l'idée, c'est de prendre des notes en même temps pour être en capacité de restituer. Donc là, pareil, on peut utiliser une technique de prise de notes rapide comme le mind mapping pour être en mesure d'en restituer un maximum d'informations. Alors, peut-être finir juste là-dessus. Donc, première itération, vous finissez la première itération dans 15 à 25 minutes, vous avez pris vos notes, et juste après, donc, vous passez votre livre à la prochaine personne, et donc vous récupérez le livre de la personne qui est à votre droite. Ça, c'est pour les aspects physiques. Hein. Oh, là, pardon. Étape 5, on partage. L'idée, c'est de se prendre du temps. Pour chaque livre qui était au sein du groupe de 2 à 3 personnes, on va prendre entre 5 et 10 minutes pour débriefer du livre. Qu'est-ce que chacun, donc un livre aura été dans la main de 2 personnes, qu'est-ce que chacun a trouvé dans cet ouvrage-là? Qu'est-ce qui a été découvert? C'est un moment qui est très riche. C'est un moment durant lequel on va échanger. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout biaisé de la même manière. En tout cas, on a des biais qui sont complètement différents et on ne va pas forcément essayer de trouver la même chose quand on analyse un livre. Du coup, ça va amener encore plus de richesse quand on va débriefer le livre. Parce que potentiellement, ce que moi j'ai vu, ça va être totalement différent de ce que quelqu'un d'autre aura vu. Si on lit d'un point de vue différent, on va retrouver des choses différentes. Et là, c'est vraiment très riche en termes d'expérience. Et c'est réellement une expérience. On est en train de créer une expérience autour du livre. On est en train de reproduire, en fait, dans ce moment de partage, la même expérience qu'on a en sortant du cinéma. Quand vous allez voir un film au cinéma, alors malheureusement, c'est temps de Covid, c'est compliqué, mais quand on va voir un film au cinéma entre potes, par exemple, ce qui est le plus intéressant, c'est pas forcément le moment passé dans le cinéma en soi, c'est plus le débrief qu'on a à la fin, l'échange qu'on va avoir à la fin. Donc c'est un peu la même chose qu'on va retrouver dans une session d'extreme reading lors de ce moment de partage. Et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprécier le livre. Donc
là, je vous disais, c'est optionnel. Hein, en tout cas, dans mon ancienne boîte, c'est ce qu'on faisait quand on faisait ce genre de session. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on note chaque livre sur 2 aspects. Est-ce que c'était facile à lire? Est-ce que ça a l'air simple à lire, en tout cas? Et est-ce que je le recommanderais à quelqu'un d'autre? L'idée, c'est de commencer à trier une bibliothèque, par exemple, et commencer à identifier les livres qui paraissent les livres clés, en tout cas, sur un sujet. Je vous ai mis quelques exemples de résultats, mais ce qui est assez hallucinant, en fait, on se rend pas compte tant qu'on n'a pas fait l'exercice, et je vous invite réellement à le faire, mais en 15 ou 25 minutes de lecture en mode extreme reading, vous allez ressortir vraiment une masse méga importante d'informations, et de prime abord, on se dit 15-25 minutes, c'est super court. Mais en fait, quand vous allez vous prendre réellement au jeu, et les gens, en général, dès la première session, ils s'y prennent réellement au jeu, vous allez voir que c'est ultra riche ce que vous avez ressorti, ce que vous allez arriver à ressortir. Alors, le feedback sur ce genre de session, enfin, mon feedback en tout cas, ce que j'ai pu voir, ce que ça a amené, c'est une amélioration de la rétention. Comme dit, le fait d'avoir une expérience autour de la lecture, d'avoir un partage autour de la lecture, ça crée un aspect émotionnel autour de la session, ça crée une expérience émotionnelle autour du livre, et ça nous permet d'ancrer cette lecture. On a des échanges qui sont ultra riches. Comme je disais précédemment, on n'est pas biaisé de la même manière, donc on va avoir des regards différents sur le même livre, et c'est super intéressant. Ça permet, ce genre d'exercice, ça permet d'apprendre ensemble, de découvrir des choses ensemble, mais ça permet aussi de casser les silos. Cette problématique de livre à lire, on était sur un public, ici je suis sur un public de facilitateurs, mais si vous le faites globalement dans votre organisation, vous posez la même question, vous allez avoir des personnes d'horizons complètement différents qui vont vous apporter une réponse similaire à celle que vous avez pu donner. C'est pas rare d'avoir des personnes qui ont 2-3 bouquins à lire à la maison. Donc ça touche vraiment tout le monde, cette problématique-là. Donc ça peut se faire, ce genre de session, ça peut s'organiser avec n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, sur n'importe quel sujet en réalité. C'est même là, c'est même cette notion de cassage de silos qui est super intéressante dans l'exercice. Pourquoi? Parce que ça permet de découvrir des sujets qu'on a non soupçonnés, on va dire, découvrir des nouveaux sujets, des choses qu'on n'aurait pas voulu creuser de prime abord. Ça permet de connecter les gens dans l'organisation. Et ça, c'est vraiment super puissant avec juste une session d'1 heure. Alors, pour moi, qui avait une masse critique de livres, on va dire, à la maison, ça m'a permis et ça me permet toujours de filtrer ma bibliothèque. Et comme je disais, ça permet de connecter les individus. Alors, les limites de l'exercice. J'ai souvent eu cette réflexion à la fin de l'exercice, donc je la partage avec vous. J'ai pas réellement pu lire 2 livres en 1 heure. Alors, c'est vrai. Ça dépend ce qu'on entend par lire. C'est vrai et pas vrai à la fois, j'ai envie de dire. Dans le titre de l'exercice, on dit lire 2 livres en 1 heure. À aucun moment, on vend le fait de lire complètement 2 livres en 1 heure. Donc, attention à ça, j'ai déjà pu avoir la réflexion et des gens qui étaient assez énervés, qui ont cru qu'ils allaient pouvoir se transformer en Superman en même pas 1 heure. Donc, voilà, un petit retour d'expérience. Il faut bien préciser le contexte du lire. Les limites, ça ne fonctionne pas pour de la fiction, à moins que vous ayez envie de vous gâcher le plaisir. Quand on va commencer par la fin, quand on veut lire un thriller ou un roman policier, c'est quand même assez dommage. Et puis, je mets un bémol, c'est vraiment attention au biais de confirmation. Essayez de mixer un maximum les personnes qui sont présentes dans un extreme reading. Ça sera beaucoup plus riche et ça évitera de rester dans sa propre bulle. Alors là, j'ai mis l'effet LinkedIn parce que c'est vraiment l'effet que je vis au quotidien. C'est dès que je pense à quelque chose, je me connecte à LinkedIn et j'ai toujours quelque chose qui me confirme ma pensée actuelle. Et c'est le problème de ma perception, en tout cas, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que, en tout cas comme LinkedIn, c'est que je suis connecté qu'à des personnes qui ont des points de vue similaires aux miens, ce qui fait qu'en fait, en termes de contrepoids, c'est assez faible et je vois j'ai que des biais de confirmation partout. Donc attention de ne pas reproduire ça aussi avec ce genre de session. Alors là, c'est bien beau, je vous ai présenté des personnes qui étaient en physique, vous avez vu dans les dessins, les personnes sont en physique devant une bibliothèque. Ça marche plus à l'heure actuelle, ça marche plus depuis une bonne année maintenant. Du coup, je peux vous dire, on a déjà expérimenté avec des collègues donc, de le faire en remote. Alors, ce qu'on a besoin en termes d'outillage, on a minimum besoin d'un outil de communication, donc comme Discord, donc ça tombe bien, c'est celui qui est utilisé aujourd'hui, pour créer des groupes et communiquer en sous-groupes, on va dire. On a besoin d'un outil, alors là, ça peut être optionnel, mais comme Trello, pour prioriser et sélectionner des livres, par exemple, quand
quand on est en remote, c'est quand même plus facile de pouvoir le faire sur un board virtuel. Alors là, on aurait pu mettre Miro ou autre d'ailleurs. On a besoin de OneDrive, on a besoin d'un espace partagé en tout cas. Nous, on a utilisé OneDrive, mais pour partager les livres. Alors là, je mets un bémol, je ne suis pas juriste, hein, mais le partage de livres numériques, voilà, je pense qu'on est borderline, mais en tout cas, on les partageait uniquement durant la session. Et l'objectif, c'était pas de pirater des livres, hein, bien sûr. Et le retour d'expérience que je peux vous faire, c'est chaotique la première fois. Vous aurez toujours des problèmes d'accès. Vous aurez des problèmes de format de fichier. Il y en a qui n'arriveront pas à ouvrir un EPUB, il y en a qui n'arriveront pas à ouvrir un PDF, un Mobi ou quoi. Donc c'est assez chaotique la première fois, mais réellement, on peut avoir une expérience qui est tout aussi riche avec des outils virtuels. Donc ça marche aussi en remote. Donc là, je vous ai présenté un premier outil, donc Extreme Reading. Je voudrais vous en partager d'autres. Donc c'est pas tout. De la même manière, donc avec un autre collègue, Adrien, ce coup-ci, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, OK, Extreme Reading, on a vu que ça marchait, on a réussi à rendre une pratique qui était complètement solitaire, on a réussi à la rendre collective, on voit que ça marche, il y a un engouement, les gens adorent faire ce genre de session. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et là, on s'est dit, ouais, il y a un autre truc que nous, alors là, je dis nous, développeurs, mais ça s'applique vraiment à tout le monde, c'est la veille technologique ou la veille de manière générale, on l'a fait totalement de manière individuelle. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, on perd plein de choses, on perd des opportunités d'échange aussi. On perd l'opportunité d'apprendre de manière collective. D'où la création de cette pratique, donc Extreme Watch. On ne se fout pas sur les noms, on aime bien tout ce qui est extrême. Donc, rapidement, c'est quoi? Il y a une première étape de brainstorming, chacun va venir avec... chacun prend 5 minutes pour brainstormer tout seul. Qu'est-ce que j'ai envie de creuser durant cette session? Donc, ça peut être en utilisant, je sais pas moi, son fil Twitter, son fil Reddit, peu importe, histoire d'extraire des sujets. Chacun partage les sujets qu'il a envie de creuser, qu'il ou elle a envie de creuser, et ensuite on priorise. C'est quoi les sujets qu'on a envie de traiter? Et pareil, de la même manière qu'en Extreme Reading, on crée des groupes d'intérêt. Ensuite, on va se splitter le travail. On va plonger dans le sujet en individuel, une fois qu'on a identifié les groupes. On synchronise. On a 5 minutes pour synchroniser, pour se dire qu'est-ce que j'ai découvert à propos de ce sujet-là, sur quoi on a envie de creuser, comment on se split le travail. On va avoir une deuxième étape de plongée, une plongée profonde, 5 minutes seul, encore une fois. Et ensuite, on se prend 10 minutes ensemble, donc au sein du groupe, pour préparer une restitution. Là, l'idée, c'est de préparer ensemble, OK, sur les 2 plongées qu'on a pu faire, plus la synchronisation, qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qui vaut le coup d'être partagé avec le reste du groupe? Yes, merci. Dernière étape, le partage. De la même manière qu'avec Extreme Reading, on va partager, mais ce coup-ci, à l'ensemble du groupe. Et après ce partage-là, ce qu'on va se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de notre quotidien? À quoi ça peut nous servir? Alors, petit tips de facilitation, si vous voulez reproduire cet exercice-là dans votre organisation, on vous recommande de lancer ça dans la bonne humeur, d'être le plus inclusif possible. Encore une fois, le but, c'est de casser les silos, donc essayez d'inviter le plus de monde possible. S'il y a trop de monde et si vous êtes obligé de faire patienter du monde ou de refuser du monde, c'est ultra positif, ça vous donne un bon indicateur de l'engouement qu'il peut avoir pour ce genre de session. Donc, n'hésitez pas à diffuser largement, quitte à refuser du monde pour la session. Et en organiser d'autres, bien évidemment. Toujours introduire la limite avant chaque exercice. Extreme Reading, donc, comme je disais tout à l'heure, pour éviter la frustration, vous pouvez dire que c'est une autre façon de lire. Vous n'allez pas lire complètement 2 livres en 1 heure. Et ici, je mets le warning, introduisez bien la limite. Durant un exercice d'1 heure d'Extreme Watch, vous n'avez pas le temps de vérifier vos sources. Donc, il faut bien mettre ce warning-là, ce petit point d'attention. C'est une limite de l'exercice, on va dire. Et puis, ces extrêmes, donc Extreme Reading, j'ai pu le faire expérimenter dans quelques conférences, à Agile France, par exemple, et Ncraft à Paris. Et du coup, à Ncraft, donc Fabien qui est présent, donc, que je salue, il est revenu vers moi a posteriori et il m'a dit ouais, c'était vraiment cool Extreme Reading. Je l'ai porté sur un autre format et nous on le fait même chose mais version présentation de conférence. Donc ils visionnent des conférences ensemble et puis ils échangent et partagent sur les conférences. Donc voilà, l'idée c'est vous pouvez utiliser ce format-là avec tout et n'importe quoi et ça fonctionne vraiment bien. Il y a une grosse adhérence au format. Un autre outil que je voulais vous partager, je vous ai dit je partagerai des formats donc faits par d'autres personnes. Donc, celui-ci s'appelle Good Morning Learning. Il a été créé par Philippe Bourgault.
Et en gros, j'ai vu le slide de Fabien tout à l'heure. En gros, l'idée, c'est de dire, avec le remote, ça nous fait économiser du temps. Si on y pense, je pense qu'on ne travaille pas tous forcément à deux pas de son travail. Et ça nous a fait économiser énormément de temps tous les jours. Même si on travaille à 20 minutes de chez soi, on a à minima gagné 40 minutes par jour. Comment on peut faire en sorte de tirer au mieux profit de ces 30 minutes gagnées par jour, de ces 30 à 40 minutes par jour? Ouais. Je me permets de t'interrompre un tout petit peu. Je ne sais pas si tu as une phase de questions qui est prévue sur 2-3 minutes ou voilà, que tu conclues tout simplement parce qu'il te reste que quelques minutes pour pouvoir enchaîner après. Yes. Alors, on va faire les deux, mon capitaine. Ce que je vous propose, alors je vous enverrai le lien sur les slides a posteriori, et je propose juste de conclure sur une petite réflexion, parce que vous voyez, j'avais un truc qui était assez riche, trop riche, je pense. Je voudrais juste conclure par une réflexion qu'on m'a posée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, c'est Eric qui m'a posé cette question-là sur LinkedIn et qui l'a posée à une assemblée. En gros, l'idée, c'est de dire, dans le monde du développement logiciel, on parle de dette technique pour représenter le fait qu'on accumule de la dette quand on va faire des raccourcis techniques, en gros. Si on peut en parler comme ça. Et lui mettant en corrélation cette notion de dette technique avec ce que lui a appelé la dette humaine, et se poser la question, est-ce avec ce qui se passe à l'heure actuelle, avec les différents confinements, l'époque qu'on vit à l'heure actuelle, ça a forcément un impact sur nos relations, ça a forcément un impact sur nos relations humaines, et est-ce qu'on n'est pas en train de créer de la dette humaine? Et la question que je vous pose à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse dette humaine? Est-ce que vous seriez en capacité de la matérialiser? Qu'est-ce que vous feriez pour l'éliminer? Parce que c'est vraiment ça, quand on a une dette, on veut l'éliminer au plus vite. Donc, comment on peut éviter cet endettement et comment on peut l'éliminer? C'est une question purement d'ouverture. Et puis, je finis, je vois qu'il y a quelqu'un qui disait trop fort, rupture douce. Et ben, j'en profite pour finir ma session, en tout cas, avec la pub pour Rupture 12.7 qui vient de sortir la semaine dernière. Et donc là, c'est un partage de la communauté agile française. C'est des anecdotes de rétro-confinement, donc il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Sachez que l'argent qui est récolté grâce à cet ouvrage-là est reversé directement à une association. Donc il n'y a pas de... On va dire que c'est de l'argent sain. Vous l'investissez bien. Alors oui, on peut prendre des questions. Une seule alors, parce on arrive à la fin. Donc vraiment une question courte à la limite. En quoi le critère facile à lire est-il pertinent? Valérie, du coup, pour te répondre, j'ai pris la première qui venait dans mon chat, hein, désolé pour les autres, mais en quoi c'est pertinent? En fait, l'idée, c'est aussi pour moi en tout cas, quand on a créé ce petit modèle d'évaluation, c'est de se dire aussi, si demain je dois écrire un bouquin, qu'est-ce qui rend les livres faciles d'accès, en fait? C'est vraiment pour ça. Typiquement, d'avoir un petit résumé. D'ailleurs, il le fait très bien dans le dernier bouquin que je suis en train de lire. Alan Kelly, par exemple, à la fin de chacun de ses chapitres, il y a un tout petit, je ne sais plus comment il appelle ça, un petit summary avec quelques bullet points qui permet d'avoir un rapide coup d'œil sur le livre.